choisir des thèmes qui nous ont paru intéressants. Toujours en lien avec l'avenir, avec le futur. La durabilité d'abord, le changement climatique, et post-croissance, c'est-à-dire quelle économie pour demain, et puis aussi la question des migrations. Alors évidemment les migrations climatiques, mais il ne faut pas oublier non plus les migrations qui ont lieu depuis des années, et notamment la traversée de la Méditerranée. Signalons au passage par exemple que la dernière réunion du Forum des droits humanitaires européens a oublié la question des migrants de la Méditerranée. C'est quand même comme si ça n'était pas un problème, alors que des milliers de personnes sont mortes. Où est l'initiative, par exemple, d'Enrico Letta sur Mare Nostrum, qui était une initiative d'espérance, de construction d'un monde nouveau. Et là, bien effectivement, on s'aperçoit que l'Europe est encore, comment dirais-je, réservée sur les problèmes migratoires et refuse peut-être de les traiter parce que justement, il y a une inégalité entre les pays de l'Union européenne. L'Espagne avec l'enclave de Ceuta, mais aussi l'Italie et la Grèce sont des réceptacles et effectivement sont des pays méditerranéens par rapport aux pays les plus riches, peut-être les plus égoïstes de l'Europe du Nord, mais qui sont eux aussi des lieux d'accueil de ces migrants en termes de population de travail. Et je pense que là, effectivement, l'Europe n'est pas assez unie pour bâtir une politique migratoire cohérente. Alors, moi je dirais de toute façon, comme francs-maçons et libres penseurs, nous ne pouvons accepter aucun fatalisme et nous ne pouvons accepter aucun dogme, même s'il est économique ou social, et que donc les scientifiques nous disent ce qui va se passer et nous ne pouvons accepter qu'on fasse une politique de l'autruche. Parce que nous estimons qu'il faut que les dirigeants prennent les mesures qu'ils doivent prendre courageusement. Et on est inquiet là-dessus. Je veux dire que se passe-t-il? On voit depuis quelques mois les décisions de report de décisions importantes, de révision à la baisse de certaines décisions qui avaient pourtant été prises par peur de l'électorat. Ça veut dire que c'est un abandon d'une responsabilité qui pour nous est fondamentale. La politique, c'est noble, la politique devrait être noble. Et dans cette noblesse, il y a la capacité de ceux qui doivent décider de dire les choses telles qu'elles sont et de convaincre la population. Alors, il n'y a pas que les politiques qui doivent tenter, essayer de convaincre, il y a toute la société civile aussi qui doit faire son travail, et nous, francs-maçons, par rapport à nos valeurs d'égalité, de justice et de volonté de construire une humanité meilleure pour tout le monde, donc ça veut dire que ça ne se limite pas à ce que nous devons faire pour les citoyens aujourd'hui. Nous devons travailler pour les citoyens de demain. Eh bien, par rapport à cela, nous, francs-maçons, nous devons prendre notre part dans la discussion, comme ça va être fait en partie cet après-midi, sur quel paradigme il faut changer, comment on peut penser l'avenir, et apporter notre contribution comme cela à ce débat qui doit être public sur l'avenir de nos sociétés. Si on ne fait pas ça, je crois qu'on va vers la catastrophe. C'est un constat, ce n'est pas... je ne veux pas qu'on baisse les bras. C'est prendre en compte autre chose que les politiques économiques et qui par ailleurs, je crois qu'on ne dit pas assez souvent que la science économique n'est finalement qu'une science humaine. Donc, qu'elle est tributaire aussi d'un certain nombre de phénomènes qui se passent dans la société, que ce n'est pas une science sur un nuage quelque part, etc. Donc, c'est important de le dire.
Mais par rapport à l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, il y a aussi des scientifiques de domaines très différents qui ont une pierre à apporter dans le débat. Alors ce sont les climatologues, ce sont les économistes, mais ce sont aussi les anthropologues, les zoologistes, les primatologues, enfin toutes sortes de sciences qui peuvent nous dire en quoi le lien entre l'homme et l'ensemble du vivant, combien ces liens sont finalement aujourd'hui complètement perturbés, mais qu'ils sont essentiels demain pour la survie de l'humanité. Et cet apport scientifique doit être aussi au centre de nos réflexions en franc-maçonnerie. Et puis, il y a aussi connaître beaucoup mieux, et ça peut-être qu'une obédience, qu'un ordre maçonnique international est bien placé, pourrait être bien placé pour le faire, connaître les sensibilités culturelles qui sont différentes par rapport à cela. Et il y a des cultures qui réagissent autrement que la nôtre, parce qu'elles n'ont pas connu le même développement économique, le même rapport à l'environnement que la nôtre, et que donc il y a là des choses à aller puiser dans les autres cultures pour essayer de répondre aux enjeux. Nous avons un convent international tous les 5 ans. Et ce qui me frappe toujours dans ce convent international, c'est les différences culturelles, y compris au sein de l'Europe, que nous pouvons avoir sur un certain nombre de questions, alors qui sont des questions sociales ou sociétales, mais aussi maçonniques, la manière d'envisager les choses. Par exemple, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un débat sur les termes « est-ce que l'on dit bonheur ou bien-être » Voilà. C'est une grande question philosophique. Est-ce que l'on parle du bonheur pour tous ou du bien-être pour tous dans notre Constitution internationale? Finalement, la vision française a prévalu celle du bonheur, hein, voilà. Mais il y a aussi une vision anglo-saxonne qui parle plus volontiers de bien-être que de bonheur. Et tout cela, ça montre aussi cette richesse, cette diversité. Et je crois qu'il faut y tenir parce qu'elle reflète aussi des différences. Et donc, évidemment, la maçonnerie est unie, mais elle reflète aussi des différences culturelles. Et c'est ça qui est le plus intéressant aussi, y compris sur des questions sociales ou sociétales d'ailleurs. Daniel. On a un atout majeur, je trouve, en tant qu'ordre maçonnique, c'est celui de l'internationalité. Et il ne faut pas oublier, je pense, que le contexte historique de la création du droit humain, ce n'est pas neutre. Et ça marque encore, je pense, les esprits aujourd'hui. Et c'est l'engagement, je dirais. Plus peut-être que d'autres, c'était une volonté d'égalité et de combat pour cette égalité. Ce n'était pas simplement un principe, c'était la mise en œuvre très concrète de cette valeur. Donc, ça se passe dans une partie de l'Europe, mais des combats du même type se sont déroulés ailleurs et se déroulent ailleurs, mais chacun en fonction de la situation, évidemment, de la société dans laquelle ils sont. Et donc, là, je trouve que ce combat pour l'égalité, il n'est jamais fini. Mais que, dès lors, nous devons nous inspirer mutuellement de ce que nous faisons dans ce domaine-là. Donc, des différences. Et donc, moi, je voudrais que notre ordre soit là-dessus plus actif, c'est-à-dire qu'il permette plus facilement, et pas tous les 5 ans, qu'il y ait des échanges, des contacts fructueux, réguliers, pour qu'on s'imprègne de ces différences, mais avec le même objectif. C'est ça qui est formidable. Et donc, nous avons cet outil, il faut le préserver, et il faut sans doute le développer.